Les beaux jours de Tourcoing furent courts. Nous passâmes encore un peu de temps à Villers-au-Tertre, où on nous incorpora des réserves fraîches, et nous partîmes le 15 novembre 1917 pour l'Écluse, quartier assigné à tout bataillon au repos dans la position à laquelle nous étions affectés. L'Écluse est un gros village de l'Artois, ceint d'étangs. Ses vastes jonchets hébergeaient des canards et des foulques. Les eaux grouillaient de poissons. Bien que la pêche fût strictement interdite, on entendait souvent sur l'eau, la nuit, des bruits mystérieux. Un beau jour, le commandant de place m'envoya du reste quelques livrets militaires de soldats qu'on avait pincés en train de pêcher à la grenade. Mais je n'en fis pas un drame, plus soucieux de maintenir le moral de mes hommes que d'entretenir les lieux de pêche des Français ou la table du maître et seigneur de l'endroit. Depuis lors, une main discrète déposa presque tous les soirs devant ma porte un brochet gigantesque. Le midi suivant, j'offrais alors un repas à mes 2 officiers avec pour plat de résistance le brochet à la en grains. Le 19 novembre, j'inspectais en compagnie de mes chefs de section les tranchées que nous devions occuper dans les prochains jours. Elles étaient établies devant le village de Vis-en-Artois. Toutefois, nous n'y fûmes pas envoyés aussi vite que nous l'attendions, car nous eûmes des alertes presque toutes les nuits et fûmes expédiés en renfort, soit dans la position de Wotan, soit comme couverture de l'artillerie, soit au village de Dury. Il était clair, pour des guerriers expérimentés, que tout allait bientôt tourner mal. De fait, nous apprîmes le 29 novembre par le capitaine von Brixen que nous devions participer à une contre-attaque de grande envergure contre la poche créée par la bataille de Tank devant Cambrai, où notre front avait été enfoncé. Nous avions beau nous réjouir de pouvoir échanger pour une fois le rôle de l'enclume contre celui du marteau, nous nous demandions si les hommes encore épuisés par les Flandres pourraient soutenir cette épreuve. Mais j'avais confiance en ma compagnie. Nous fûmes embarqués en camion dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre. Ma compagnie subit à cette occasion ses premières pertes. Un homme laissa tomber une grenade qui, pour une raison inconnue, explosa, blessant grièvement un camarade à côté de lui. Un autre tenta de se faire passer pour fou afin d'échapper à la bataille. Après de longues palabres, les sérieuses bourrades d'un sous-officier lui rendirent la raison et nous pûmes monter en voiture. Je constatai en cette circonstance qu'il n'est pas facile de tenir ce rôle jusqu'au bout. Nous roulâmes serrés comme des harengs jusque tout près de Barral, où nous attendîmes des ordres pendant des heures dans un fossé au bord de la route. Malgré le froid, je m'étendis dans une prairie et dormis jusqu'à l'aube. Comme nous nous étions préparés à l'attaque, nous fûmes un peu déçus d'apprendre que le 225e, auquel on nous avait adjoint, renonçait à notre soutien dans cette opération. Nous devions, tandis qu'elle se déroulait, nous tenir prêts à la renforcer, dans le parc du château de Barral. À 9 heures, notre artillerie déclencha des tirs pesants qui prirent entre 11h45 et 11h50 la densité d'un feu roulant. La forêt de Bourlon, qu'on n'attaquait pas de front, vu la force de ses retranchements, mais qu'on laissait de côté, disparut sous des nuages de gaz d'un vert jaune. À 11h50, nous vîmes à la jumelle des lignes de tirailleurs se dresser dans le paysage désert, troué d'entonnoirs, tandis que vers l'arrière, des batteries attelées s'élançaient au trot vers de nouvelles positions. Un avion allemand descendit en flammes une saucisse anglaise dont les observateurs sautèrent en parachute. Il exécuta encore quelques évolutions autour de ces Anglais suspendus en l'air et les arrosa de balles traçantes, signe que la violence impitoyable de la guerre s'aggravait. Après avoir passionnément suivi l'attaque depuis la colline du parc, nous vidâmes une gamelle de nouilles, nous étendîmes à même le sol pour faire la sieste, et reçûmes à 3 heures l'ordre d'avancer jusqu'au PC de combat du régiment, caché dans l'écluse d'un lit de canal asséché. Nous parcourûmes cette distance section par section, sous de faibles tirs dispersés. Du PC, la 7e et la 8e compagnie furent envoyées au commandement des réserves pour relever 2 compagnies du 225e. Les 500 mètres que nous avions à franchir dans le lit du canal étaient pris sous un tir de barrage serré. Nous courûmes, sans perdre personne, groupés en un noyau dense jusqu'à notre but. De nombreux morts révélaient que plus d'une compagnie avait déjà payé à cet endroit son péage de sang. Les renforts se plaquaient contre les berges, et les hommes étaient occupés à creuser fiévreusement des trous individuels dans les parois maçonnées du canal. Comme toutes les places étaient prises et que l'endroit, facilement repérable, attirait le feu,
Je conduisis ma compagnie dans un champ d'entonnoir, non loin de là, sur la droite, et remis à chacun le soin de s'installer. Un éclat tinta contre ma baïonnette. Je choisis avec Thèbes, qui avait suivi notre exemple avec sa 8e, un trou de marmite à notre convenance que nous masquâmes d'une toile de tente. Nous allumâmes une chandelle, dînâmes et fumâmes nos pipes en bavardant ou grelottant. Thèbes, qui gardait quelque chose du dandy, même dans ces parages, me raconta une longue histoire à propos d'une fille qui, à Rome, avait posé pour lui. Cela réchauffa l'entonnoir et l'illumina. À 11 heures, je reçus l'ordre de monter jusqu'à l'ancienne première ligne et de me tenir à la disposition d'un chef des troupes au combat qui prenait notre commandement. Je rassemblai ma compagnie et me mis à sa tête. Il ne tombait plus que quelques gros obus isolés dont l'un éclata aussitôt devant nous. Bienvenue infernale, emplissant tout le lit du canal d'une lourde et sombre fumée. Les hommes se turent, comme saisis à la nuque par un poing de fer, et me suivirent en hâte, butant sur les barbelés et les pierres des décombres. C'est un sentiment sinistre qui s'insinue en vous quand vous traversez en pleine nuit une position inconnue, même quand le feu n'est pas particulièrement nourri. L'œil et l'oreille du soldat entre les parois menaçantes de la tranchée sont mis en éveil par les illusions les plus étranges. Tout est froid et déconcertant dans un monde maudit. Nous finîmes par découvrir l'endroit débouché de la première ligne dans le canal, et nous faufilâmes à travers des tranchées bondées jusqu'au PC de combat du bataillon. J'entrai et trouvai une cohue d'officiers et d'hommes de liaison au milieu d'une atmosphère à couper au couteau. On me fit savoir que l'attaque n'avait pas donné beaucoup de résultats dans ce secteur et qu'elle reprendrait le lendemain matin. Le moral dans cette pièce n'était guère à l'optimisme. 2 chefs de bataillon se lancèrent dans une longue palabre avec leurs adjoints. De temps à autre, des officiers des armes spéciales jetaient quelques bribes de discours dans la discussion, du haut de leurs bas-flancs, bourrés comme des cages à poulets. La fumée des cigares devenait étouffante. Des ordonnances tentaient au milieu de la presse de couper des tartines pour leurs officiers. Un blessé qui arrivait hors d'haleine provoqua un émoi passager en annonçant une attaque à la grenade de l'ennemi. Je pus enfin noter mon ordre d'attaque. Je devais nettoyer le chemin du Dragon le lendemain à 6 heures, et de là aussi loin que possible, la position Siegfried. Les 2 bataillons du régiment en ligne devaient attaquer à 7 heures sur notre droite. Ce décalage m'inspira le soupçon qu'on n'était pas sûr du coup et qu'on nous destinait le rôle de cobaye. Je protestai contre la dispersion de l'attaque et obtins de pouvoir aussi, avec ma compagnie, ne monter en ligne qu'à 7 heures. Le matin suivant montra que cette modification était d'une grande importance. On n'est pas gâté quand on est mis sous les ordres du chef d'un autre corps. Comme je ne voyais que vaguement où pouvait se trouver le chemin du Dragon, je demandai en partant une carte dont, à ce qu'on me dit, on ne pouvait se dessaisir. J'en pensai ce que je voulus et sortis respirer un peu d'air frais. Après que j'eus rôdé longtemps à travers la position avec mes hommes pesamment chargés, un soldat découvrit au coin d'un petit boyau menant vers l'avant et barré par des chevaux de frise un écriteau qui portait une indication à demi effacée, « Chemin du Dragon ». J'y pénétrai donc. J'entendis après quelques pas le brouhaha de voix étrangères. Je revins sans bruit à la dérobée. J'avais rencontré la pointe du coin offensif poussé par les Anglais qui de toute évidence étaient à peine protégés. Je fis verrouiller la tranchée par un groupe. Juste à côté du chemin du Dragon, un trou gigantesque s'ouvrait dans la terre. Un piège à tank, semblait-il, où je rassemblai toute la compagnie pour lui expliquer notre mission et placer les sections en vue de l'attaque. Mon topo fut à plusieurs reprises interrompu par des obus légers. Il y eut même une fois où l'un d'eux s'enfonça, mais sans éclater dans la paroi de derrière. Je me tenais en haut, sur le bord, et voyais à chaque coup, au-dessus de moi, la révérence profonde et unanime des casques d'acier qui brillaient sous le clair de lune. Pour éviter la catastrophe d'un obus de plein fouet, je renvoyai la première et la seconde section dans la position, et gardant avec moi la troisième, je m'installai dans la fosse. Des rescapés d'un détachement qui s'était fait étriller la veille dans le chemin du Dragon énervèrent mes hommes, en leur racontant qu'à 50 mètres une mitrailleuse anglaise barrait la tranchée, et que l'obstacle était infranchissable. Je convins donc avec les chefs de section qu'on se planquerait de droite et de gauche à la première résistance et qu'on exécuterait ensuite une attaque convergente à la grenade.
Je passais ces heures interminables, pelletonné contre le lieutenant Hopf dans un trou. À 6 heures, je me levai et pris mes dernières positions dans cet étrange état d'âme qui précède toute offensive. On a une drôle de sensation au creux de l'estomac. On bavarde avec les chefs de groupe, on essaie de blaguer, on court de ci, de là, comme avant une revue par le général en chef, bref, cherche à s'occuper le plus possible pour échapper au ver rongeur des pensées. Un homme m'offrit un quart de café réchauffé sur la flamme d'un myrus, qui me pénétra jusqu'au moelle, comme par miracle d'assurance. À 7 heures précises, nous nous mîmes en mouvement dans l'ordre convenu, en une longue file. Nous trouvâmes le chemin du dragon vide de défenseurs. Une pile de tambours à munitions derrière une barricade révélait que la mitrailleuse tant redoutée avait été enlevée. Notre mordant fut aiguisé. Nous nous enfonçâmes dans un petit chemin creux après que j'eus verrouillé par un piquet de surveillance une tranchée bien aménagée qui s'embranchait vers la droite. Le chemin creux devenait de moins en moins profond et pour finir, nous nous retrouvâmes en plein champ aux lueurs du petit matin. Nous fîmes demi-tour et pénétrâmes dans la tranchée de droite, où l'attaque manquée avait laissé des traces. Le sol était couvert de morts et de pièces d'équipement anglaises. C'était la position Siegfried. Tout d'un coup, le chef des groupes de choc, le lieutenant Oppenrath, arracha le fusil de la main d'un homme et tira. Il était tombé sur un guetteur anglais qui, ayant lancé quelques grenades, prit la fuite. Nous continuâmes à progresser jusqu'au moment où, peu après, survint une nouvelle résistance. Des grenades volèrent des deux côtés, éclatant en explosions multipliées. Les troupes de choc passèrent à l'action. Les projectiles allaient d'homme en homme, le long d'une chaîne de main. Des tireurs d'élite s'embusquaient derrière les traverses pour viser les lanceurs ennemis. Les chefs de section surveillaient les alentours à découvert pour repérer à temps une possible contre-attaque, et les servants des mitrailleuses légères plantaient leurs armes aux endroits favorables. Après un bref combat, des voix excitées s'élevèrent de l'autre côté, et avant de bien comprendre ce qui se passait, nous vîmes les premiers Anglais venir vers nous les bras en l'air. L'un après l'autre, ils sortirent de derrière la traverse et débouclèrent leurs armes. Nos fusils, nos pistolets étaient braqués, menaçants, sur eux. C'étaient tous des jeunes gars, robustes, en uniforme neuf. Je les fis passer devant moi, leur criant l'ordre « Hands down !» et charger un groupe de les emmener. La plupart montraient par leur sourire confiant qu'ils ne s'attendaient pas à des atrocités de notre part. D'autres essayaient de se concilier nos bonnes grâces en nous tendant des paquets de cigarettes et des tablettes de chocolat. Je vis avec la joie croissante d'un émeraude que nous avions fait une prise considérable. Le cortège n'en finissait pas. Nous avions déjà dénombré 150 hommes, et il s'en montrait toujours de nouveau, les bras levés. J'arrêtai un officier et l'interrogeai sur la suite du tracé de la position et sur les effectifs qui la tenaient. Il me conduisit au chef de compagnie, un capitaine blessé, qui se trouvait dans un abri voisin. J'y fis la connaissance d'un jeune homme de quelque 26 ans, au trait fin, qui s'appuyait sur un châssis de galerie, le mollet traversé d'une balle. Quand je me présentai, il porta à sa casquette sa main où brillait une chaînette d'or, me donna son nom et me tendit son pistolet. Ses premières paroles me montrèrent que j'avais affaire à un homme. We were surrounded about. Il se semblait obligé d'expliquer à son adversaire pourquoi sa compagnie s'était si vite rendue. Nous nous entretînmes en français de choses et d'autres. Il me raconta que plusieurs blessés allemands que ces hommes avaient pensé ravitailler étaient étendus dans un abri voisin. Quand je lui demandai quelle était la force des défenseurs de la position Siegfried, plus loin derrière, il refusa de me renseigner. Lorsque j'eus promis de le faire ramener à l'arrière, ainsi que les autres blessés, nous nous serrâmes la main et nous séparâmes. Oppenrath, à l'entrée de l'abri, m'annonça que nous avions fait près de 200 prisonniers. Jolie performance pour une compagnie de 80 hommes. Après avoir aposté des sentinelles, nous explorâmes la tranchée conquise qui regorgeait d'armes et d'objets d'équipement. Au poste de guetteur, on trouvait mitrailleuses, lance-mines, grenades à main et à fusil, gourdes, vestes fourrées, waterproof, toiles de tente, boîtes pleines de viande, de confiture, du thé, du café, du cacao, du tabac, des bouteilles de cognac, des outils, des pistolets signaleurs, du linge, des gants, bref tout ce qu'on peut imaginer. J'intercalai dans le programme, comme un vieux chef de Lansquenet, une petite récréation destinée au pillage.
afin de donner aux hommes le temps de souffler et d'examiner d'un peu plus près toutes ces splendeurs. Moi aussi, je ne pus résister à la tentation de me faire préparer par mon ordonnance, dans une entrée d'abri, un petit déjeuner, et je me bourrai une pipe d'excellent Navy Cut, tandis que je griffonnais mon rapport au chef des troupes au combat. Par précaution, j'envoyai une copie à notre chef de bataillon. Une demi-heure après, nous nous rassemblâmes à nouveau, en pleine euphorie. Je ne nierai pas que le cognac anglais y eût tant soit peu contribué, et nous nous glissâmes de traverse en traverse le long de la position Siegfried. Un blockhouse encastré dans la tranchée tira sur nous, et, pour reconnaître la situation, nous montâmes au plus proche poste de guetteur. Tandis que nous échangions quelques balles avec les occupants du fortin, un homme fut plaqué au sol, par une poigne invisible. Un projectile avait traversé le sommet de son casque et ouvert un long sillon dans la voûte crânienne. Le cerveau se soulevait et retombait dans la blessure à chaque pulsation, mais il put cependant s'en retourner seul vers l'arrière. Je dus encore lui intimer l'ordre de jeter son sac, qu'il voulait absolument emporter, et le supplier de marcher très lentement et très prudemment. Je demandais des volontaires pour briser cette résistance par une attaque à découvert. Les hommes s'entre-regardèrent hésitants. Seul, un lourdeau de Polonais que j'avais toujours considéré comme l'idiot de la compagnie grimpa hors de la tranchée et marcha d'un pas pesant vers le blockhouse. J'ai malheureusement oublié le nom de ce simple, qui m'apprit qu'on ne connaît pas un homme avant de l'avoir vu au danger. Après lui, ce fut l'aspirant Neupert, suivi de son groupe qui sauta hors de la tranchée, tandis qu'en même temps nous progressions au fond. Les Anglais lâchèrent quelques coups, puis détalèrent, abandonnant le blockhouse. L'un des hommes de l'aspirant était tombé en plein élan et gisait à quelques pas du but, le visage contre le sol. Il avait reçu l'une de ces balles en plein cœur qui vous étendent dans une position pareille à celle du sommeil. En poursuivant notre avance, nous nous heurtâmes à la résistance acharnée de lanceurs de grenades invisibles et fumes. Au cours d'une assez longue tuerie repoussée jusqu'au blockhouse, nous nous y barricadâmes. De même que les Anglais, nous laissions dans le bout de tranchée disputé un certain nombre de morts. Parmi eux se trouvait malheureusement le sous-officier Mévius, en qui j'avais appris à estimer, la nuit de Regnéville, un combattant audacieux. Il était étendu, le visage dans une flaque de sang. Quand je le retournai, je vis bien, à un grand trou dans son front, qu'il n'y avait plus rien à faire. Je venais d'échanger quelques mots avec lui. Soudain, je m'aperçus qu'il ne répondait plus à mes questions. Quand je tournai la traverse, quelques secondes après, il était déjà mort. Cette fin avait quelque chose de fantastique. Lorsque l'ennemi se fut un peu replié de son côté, une fusillade acharnée commença, durant laquelle un fusil Lewis, en position à 50 mètres, nous força à baisser nos têtes. Une mitrailleuse légère de notre bord releva le défi. Pendant une demi-minute, les deux armes pétaradèrent l'une contre l'autre, s'arrosant mutuellement de balles. Puis notre pointeur, le soldat de première classe Motulo, s'écroula, frappé à la tête. Bien que la cervelle lui coulât sur la figure jusqu'au menton, il était encore conscient lorsque nous le portâmes au plus proche abri. Motulo, un homme mûr, était de ceux qui ne se seraient jamais présentés comme volontaires, mais lorsqu'il fut étendu derrière sa mitrailleuse, j'observai, les yeux rivés à son visage, que malgré les salves qui l'éclaboussaient, il ne penchait pas la tête d'une ligne. Quand je m'informai de son état, il parvint à me répondre en phrases cohérentes. J'eus l'impression que cette blessure mortelle ne lui causait pas de douleur, que peut-être même il n'en avait pas conscience. Le calme revint un peu, progressivement, car les Anglais eux aussi dressaient une barricade. À midi, nous vîmes paraître le capitaine von Brixen, le lieutenant Voigt. Ils me félicitèrent des succès de la compagnie. Nous nous assîmes dans le blockhouse, déjeunâmes sur les provisions anglaises et discutâmes de la situation. Entre-temps, je parlementais en criant avec quelques 25 Anglais, dont les têtes sortaient de la tranchée à 100 mètres devant nous, et qui semblaient disposés à se rendre. Mais dès que je me hissais à découvert, je recevais des balles de plus loin derrière. Tout à coup, un mouvement se produisit auprès de la barricade. Des grenades volaient, des coups de fusil claquaient,
Des mitrailleuses bégayaient. « Les voilà, les voilà !» Nous bondîmes derrière les sacs de sable et tirâmes. L'un de mes hommes, le soldat de première classe, Kimpenhaus, sauta sur le sommet de la barricade, dans l'ardeur du combat, et tira de là-haut dans la tranchée jusqu'au moment où 2 graves coups dans le bras le balayèrent. Je notai son nom et eus la joie de pouvoir le féliciter 15 jours après, quand il reçut la croix de fer de première classe. À peine étions-nous revenus de cet intermède à notre déjeuner qu'un vacarme infernal éclata de nouveau. Il se produisit l'un de ces incidents bizarres qui modifient soudain une situation de manière imprévisible. Les braillements venaient d'un adjudant du régime voisin sur notre gauche qui voulait prendre contact avec nous et brûlait d'une redoutable agressivité. L'ivresse semblait avoir déchaîné jusqu'à la folie furieuse sa bravoure native. « Où sont les Tommies? Bande de chiens! Rentrez-leur dedans! Allons-y! Qu'est-ce qui vient avec moi ?» Dans sa fureur, il culbuta notre belle barricade et fonça vers l'ennemi, s'ouvrant un chemin à coups fracassants de grenades. Son homme de liaison se glissait devant lui dans la tranchée et descendait au fusil ceux qui avaient échappé aux explosifs. Le courage, la vie jetée en enjeu communiquent toujours l'enthousiasme. Nous aussi, nous fûmes saisis d'une folle hardiesse et ramassant quelques grenades, nous rivalisâmes d'ardeur à donner, comme lui, une démonstration de furor teutonicus. Je me joignis bientôt aux furieux, déchaînés dans la position, et les autres officiers suivis des hommes de ma compagnie ne se firent pas non plus prier longtemps. Même le chef de bataillon, le capitaine von Brixen, se trouva parmi les premiers, un fusil à la main, et abattit par-dessus nos têtes plusieurs lanceurs de grenades ennemis. Les Anglais se défendirent vaillamment. Chaque traverse fut disputée. Les boules noires des grenades 1000 croisaient en l'air nos grenades à manche. Derrière chaque traverse que nous prenions d'assaut, nous trouvions des cadavres ou des corps encore palpitants. On se tuait ou jugeait. Nous aussi, nous avions des pertes. Près de l'agent de liaison, un éclat de fer s'abattit, sans que l'homme pût l'éviter. Il s'écroula, tandis que son sang coulait en gouttes pressées de nombreuses blessures. Nous passâmes par-dessus son corps et poursuivîmes notre avance. Des craquements de tonnerre marquaient notre chemin. Des centaines d'yeux étaient braqués dans ce paysage mort aux aguets derrière les fusils et les mitrailleuses. Nous étions déjà loin devant nos lignes. De toutes parts, des projectiles sifflaient autour de nos casques ou s'écrasaient avec un choc dur contre les berges de la tranchée. Toutes les fois qu'une des masses de fer en forme d'œuf dépassait la ligne d'horizon, l'œil s'emparait d'elle avec ce don de voyance que l'homme acquiert seulement dans les instants où se décident la vie et la mort. Durant ces moments d'attente, il fallait chercher à gagner un point d'où l'on pût voir le plus possible du ciel, car ce n'est que sur son fond pâle que le fer noir et cannelé des boules mortelles se détachait avec une netteté suffisante. Alors, on lançait sa grenade, et on bondissait en avant. À peine si l'on frôlait du regard le corps de l'ennemi, mollement écroulé. Il était hors jeu, un nouveau duel commençait. L'échange de grenades rappelle l'escrime au fleuret. Il faut y faire des bonds comme dans un ballet. C'est le plus mortel des combats singuliers qui prend fin seulement quand l'un des deux adversaires vole en l'air. Il peut d'ailleurs arriver que tous deux tombent. Je pus durant ces minutes voir sans frémir les morts par-dessus lesquels je sautais à chaque pas. Ils gisaient tous dans cette position détendue et abandonnée propre aux instants où la vie se retire du corps. Au cours de ces bonds, j'ai eu une discussion avec l'adjudant qui était un véritable enragé. Il réclamait la première place et me sommait de ne pas lancer de projectiles, mais de me borner à lui. Il réclamait la première place et me sommait de ne pas lancer de projectiles, mais de me borner à les lui tendre. Parmi ces appels brefs et terribles qui servent à régler le travail et à avertir des mouvements de l'ennemi, j'entendais de temps à autre sa voix. « Il n'y a qu'un lanceur. J'ai été instructeur au bataillon de choc. » Une tranchée qui s'embranchait vers la droite fut nettoyée par les hommes du 225e qui progressaient à notre suite. Les Anglais pris au piège tentèrent de s'échapper à découvert et tombèrent sous le feu qui se concentra aussitôt sur eux de toutes parts. Les autres, qui nous avaient à leur trousse, commencèrent aussi à trouver la position Siegfried malsaine. Ils tentèrent de s'en échapper par un boyau qui tournait vers la droite. Nous bondîmes sur les banquettes de guetteurs et y jouîmes d'un spectacle qui nous arracha des cris de triomphe. La tranchée par laquelle ils avaient voulu nous brûler la politesse revenait vers la nôtre, comme le bois recourbé d'une lyre,
et n'en étaient éloignés aux endroits les plus étroits que de 10 mètres à peine. Ils étaient donc obligés de repasser près de nous. De nos perchoirs, nous pûmes parfaitement distinguer les casques d'acier des Anglais qui trébuchaient de hâte et d'énervement. Je balançai une grenade au pied de l'homme de tête, si bien qu'ils s'arrêtèrent, interdits, et furent coincés par leurs poursuivants. Les grenades volèrent alors à travers l'air comme des boules de neige enveloppant tout d'une épaisse fumée blanche. D'en bas, on nous passait sans cesse de nouveaux projectiles, les éclairs jaillissant au milieu des Anglais aux abois, projetant des haillons d'uniformes et de casques. Les cris de fureur et d'angoisse se mêlaient, les yeux en feu. Nous sautâmes sur le rebord de la tranchée, les fusils de tout le secteur se braquèrent sur nous. Au milieu de ce tourbillon, je fus jeté à terre par un coup terrible. Dégrisé, je m'arrachai mon casque et j'aperçus, à mon épouvante, 2 grands trous dans son métal. L'aspirant Morman, qui accourut à la rescousse, me rassura en me certifiant qu'on ne voyait qu'une estafilade sanglante à mon occiput. La balle d'un tireur éloigné avait perforé mon casque et frôlé mon crâne. À demi assommé, je revins vers l'arrière d'un pas chancelant, la tête hâtivement bandée pour quitter ce foyer du combat. À peine avais-je dépassé la traverse suivante qu'un homme arriva en courant dans mon dos et m'annonça d'une voix entrecoupée que Theb venait de tomber au même endroit, d'une balle dans la tête. Cette nouvelle m'atterra. Je me refusais à concevoir qu'un ami aux hautes vertus, avec qui j'avais partagé pendant des années joie, peine et danger, et qui m'avait encore créé une plaisanterie voici quelques minutes, eût trouvé sa fin dans un minuscule morceau de plomb. Ce n'était hélas que trop vrai. Vers ce même moment, dans cette portion meurtrière de tranchée, tous les officiers et un tiers des hommes de ma compagnie étaient déjà hors de combat. Les balles dans la tête pleuvaient comme grêle. Parmi d'autres, le lieutenant Hopf tomba. C'était un homme déjà mûr, instituteur dans le civil, un maître d'école allemand, au meilleur sens du terme. Mes 2 aspirants et bien d'autres encore furent blessés. Malgré tout, la 7e compagnie tint la position conquise sous le commandement du lieutenant Oppenrath, le dernier officier de la compagnie, jusqu'à la relève. Sur le chemin du retour, je m'arrêtai auprès de capitaine von Brixen, engagé avec quelques hommes dans un tir contre une série de têtes qui saillaient au bord d'une tranchée parallèle, proche de la nôtre. J'ai pris place entre lui et un autre tireur et observé les impacts. Dans cet état de songe qui suit le choc proprement dit de la blessure, je ne pensais pas que mon pansement se voyait de loin comme un turban blanc. Soudain, un nouveau choc au front me projeta au fond de la tranchée, tandis que mes yeux étaient aveuglés par le sang ruisselant. Mon voisin s'écroula au même instant et commença à gémir. Coup à la tête, entre la tempe et le bord du casque, le capitaine craignit d'avoir perdu en ce même jour son second chef de compagnie. Mais lorsqu'il m'examina de plus près, il ne releva que 2 plaies superficielles à la naissance des cheveux. Elles devaient provenir de l'écrasement du projectile ou des éclats du casque en acier de l'autre blessé. Cet homme, qui portait dans son corps le métal de la même balle que moi, me rendit visite après la guerre. Il était ouvrier dans une usine de cigarettes et resta, depuis ce coup, en mauvaise santé et bizarre. Affaibli par cette nouvelle saignée, je me joignis au capitaine, qui regagnait son PC. Nous traversâmes, au pas de course, le violent barrage de feu, à l'orée du village de Meuvre, et gagnâmes l'abri dans le lit du canal, où je me fis panser et piquer contre le tétanos. L'après-midi, je m'assis dans un camion et roulai jusqu'à l'écluse, où je fis mon rapport au colonel von Oppen pendant le dîner. Après avoir vidé une bouteille de vin avec lui, à moitié assoupi, mais en excellente forme morale, je pris congé de lui et me jetai avec soulagement, au soir de cette prodigieuse journée, sur le lit que m'avait préparé mon fidèle Vink. Le surlendemain, le bataillon fut cantonné à l'écluse. Le 4 décembre, le chef de la division, le major général von Buss, fit une allocution au bataillon qui avait pris part à la bataille. Il y mentionna tout particulièrement les mérites de la 7e compagnie. Je la fis défiler devant lui, la tête bandée. J'avais le droit d'être fier de mes hommes. À 80 à peine, ils avaient conquis une longue portion de tranchée. S'étaient emparés d'une masse de mitrailleuses, de lance-mines et de matériel, et avaient fait 200 prisonniers. J'eus la joie de pouvoir annoncer une série de promotions et de déclarations. C'est ainsi que le lieutenant Oppenrath, chef des groupes de choc, l'aspirant Neuper qui avait pris le blockhaus d'assaut et aussi Kimpenhaus, l'audacieux défenseur de la barricade, put raccrocher à leur tunique une croix de fer de première classe, bien méritée.
Au lieu d'empoisonner les hôpitaux avec ma 5e double blessure, je la laissai se refermer lors d'une permission de Noël. La fente à l'arrière du crâne ne tarda pas à se cicatriser. L'éclat dans le front se perdit dans la chair pour tenir compagnie à 2 autres, souvenirs de Regnéville, l'un dans la main gauche, l'autre dans le lobe de l'oreille. C'est pendant cette permission que j'eus la surprise de recevoir du front l'ordre de la couronne de Hohenzollern. Cette croix d'émail bordée d'or, mon casque d'acier et une coupe d'argent, avec l'inscription « Au vainqueur de Meuvre » que m'offrirent les 3 autres chefs de compagnie du bataillon, sont mes souvenirs de la double bataille de Cambrai. Et elle entrera dans l'histoire comme la première tentative de rompre par de nouvelles méthodes l'encerclement mortel de la guerre de position. J'avais donc ramené mon casque troué et l'ai conservé comme pendant de cet autre que portait le lieutenant de Lancier hindou lorsqu'il menait ses hommes à l'attaque contre nous.